Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Madame Isabelle Attard pour une durée qui ne saurait dépasser 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de notre chère Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Le droit d'auteur est un sujet complexe que nous n'avions malheureusement pas encore eu l'occasion d'évoquer dans cet hémicycle depuis 2012. C'est pourquoi il me paraît nécessaire de revenir aux sources. Le droit d'auteur, comme l'a rappelé notre rapporteur, est né après la Révolution française pour protéger les auteurs. Non pas des abus du public, comme je l'entends trop souvent, mais des abus des intermédiaires, notamment des éditeurs et les distributeurs. Cette protection a été à de nombreuses reprises étendue et allongée dans le temps. Il est pourtant naturel qu'elle finisse par s'éteindre. Le statut naturel d'une œuvre, c'est d'être un bien commun de l'humanité. Homère, Molière, Racine, pour n'en citer que quelques-uns, nous sont familiers justement parce que leur diffusion, leur adaptation, leur représentation sont totalement libres. Et tant qu'à citer des classiques, voici quelques mots de Victor Hugo lors de son discours d'ouverture du Congrès littéraire international de 1878. Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient, le mot n'est pas trop vaste, au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait certes le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. Chers collègues, je ne réclame pas de sacrifier les droits d'auteur. Nous allons intégrer dans le droit français des dispositions qui prolongent les droits des artistes-interprètes. Et le groupe écologiste votera ces dispositions. Je tiens cependant à vous rappeler l'importance pour l'intérêt public de la libre transmission du savoir, de l'art et donc des œuvres artistiques. Ici, dans l'Assemblée nationale, c'est bien l'intérêt public qui doit nous guider avant tout intérêt particulier, même lorsqu'il s'agit du droit de nos auteurs favoris. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Le droit d'auteur est un des moyens de garantir une rémunération aux créateurs. C'est loin d'être le seul. Il est de nombreux secteurs où des créateurs gagnent leur vie, parfois très bien, sans qu'aucune protection similaire au droit d'auteur n'existe. Citons les couturiers, dont les créations ne peuvent pas être protégées. Citons les entraîneurs sportifs, et notamment ceux du football américain, dont les tactiques alambiquées ne peuvent être protégées. Citons enfin des créateurs, chers à nos cœurs, je pense aux cuisiniers. Ils peuvent au mieux espérer entrer dans l'histoire de la gastronomie en laissant leur nom à une recette. Ils n'y gagneront pas l'exclusivité de cette recette et encore moins une rémunération. Il s'agit pourtant indéniablement de créateurs. Ce soir, je me contenterai de vous proposer des mesures d'équilibre. La première de ces mesures, c'est de respecter encore plus fidèlement la directive européenne sur la durée des droits d'auteur. La première directive qui nous rassemble aujourd'hui rappelle dans son premier article que la durée de protection commune à tous les pays européens est de 70 ans après le décès du dernier auteur. Le droit français comporte cependant 2 exceptions qui ont été maintenues lors de la transcription de la directive de 1993. Il s'agit des prorogations pour faits de guerre et des morts pour la France. Les prorogations de guerre ajoutent 14 ans et 272 jours de protection aux œuvres publiées avant la Première Guerre mondiale et 8 ans et 120 jours à celles d'avant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était, bien sûr, de dédommager les auteurs pour la non-exploitation de leurs œuvres durant la guerre. Cette première exception complique considérablement les calculs de durée de protection. La seconde exception, des 30 ans des morts pour la France, ajoute une autre couche de complexité, notamment parce qu'elle se cumule avec les prorogations de guerre. Ces exceptions sont exclusivement françaises. J'expliquerai plus loin en quoi cela pose un problème très sérieux. Ma proposition est de supprimer ces exceptions qui contreviennent à l'esprit et à la lettre de la directive européenne. À l'esprit, parce que ces exceptions purement françaises contreviennent à la volonté d'harmonisation du droit patrimonial à 70 années post-mortem pour tous les pays de l'Union européenne. À la lettre,
parce que l'article 1er fixe impérativement cette durée à 70 ans et ne permet pas d'exception. J'ai bien entendu que certains ne trouvent pas heureux de toucher à ces exceptions en 2014, année où nous commémorons le centenaire du début de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Il faut justement se saisir de l'occasion des commémorations qui commencent cette année pour supprimer ces 30 ans des morts pour la France, pour ne pas tenir fermé d'un côté ce que l'on met en évidence de l'autre. Par exemple, Jean Zay, mort pour la France en 1944, n'entrera dans le domaine public qu'en 2045. N'aurait-il pas mieux valu, pour honorer sa mémoire, permettre une large réédition de ses œuvres? On peut également citer Marc Bloch, mort pour la France lui aussi en 1944. N'aurait-il pas été bon que ses œuvres, Les Tranches des Fêtes, pour ne citer qu'elles, puissent entrer dans le domaine public dès 2015? Paradoxalement, la prorogation des morts pour la France nuit aujourd'hui à la diffusion d'auteurs qui font manifestement partie de notre patrimoine culturel commun. L'intégration dans le domaine public n'est pas une déchéance. Elle contribue à la patrimonialisation. Le cas Apollinaire est édifiant. Les droits sur les œuvres de Guillaume Apollinaire, mort sans enfant, ont appartenu pendant 94 ans et 272 jours à Gallimard. En 2013, à l'entrée dans le domaine public, Flammarion propose immédiatement une nouvelle édition d'Alcool et de Calligramme. Et Gallimard riposte en proposant de son côté une édition en folio pour le centenaire d'Alcool, avec un portrait du poète, des lettres, un lexique et des hommages, ainsi qu'une biographie de référence. On voit bien ici que l'entrée dans le domaine public n'a fait que stimuler l'activité éditoriale autour d'un auteur et permet une plus large diffusion. La suppression des 30 ans des morts pour la France aura de plus des effets positifs sur l'économie culturelle. L'entrée dans le domaine public en 2011 de Louis Pergaud a permis de nombreuses rééditions de La Guerre des boutons, une adaptation en BD et 2 films la même année. La prolongation des morts pour la France ne vaut que pour les utilisations en France. Cela entraîne une situation ubuesque, puisque l'œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur, partout dans le monde, sauf en France. Des célébrations sont déjà prévues en 2015 pour l'entrée dans le domaine public en Belgique du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il ne sera pas possible de faire de même en France, dans la patrie même de l'auteur. Des œuvres dérivées, composites, honoreront la mémoire d'un Français exceptionnel et seront visibles dans le monde entier, sauf chez nous. Bien sûr, les créateurs pourront négocier avec les ayants droit l'autorisation de présenter leur œuvre en France. Combien le feront? Combien renonceront devant les montants exigés? Combien reculeront simplement devant l'obstacle et se demanderont comment nous avons pu laisser passer une telle différence de traitement? Et enfin, combien présenteront leur œuvre en France, seront condamnés devant les tribunaux français pour violation du droit d'auteur et feront à leur tour condamner la France devant la Cour de justice européenne pour violation du droit communautaire? Christophe Prémat nous rappelait en commission le nombre de procédures en infraction déjà en cours. Voulons-nous vraiment en ajouter d'autres en laissant des prorogations dans le droit français? Enfin, le fait que ces œuvres entrent plus tard dans le domaine public contrarie les usages pédagogiques et de recherche. En raison des complexités liées à l'application de l'exception pédagogique, les contenus du domaine public ont un fort intérêt pour l'enseignement. Je me souviens encore du plaisir que j'ai eu à jouer Carmen de Georges Bizet au collège. L'usage libre de cette œuvre du domaine public m'a permis d'adapter cette pièce comme je l'entendais, sans devoir négocier une autorisation ou une compensation aux ayants droit. La deuxième des mesures d'équilibre que je vous proposerai est de mieux définir le mécanisme d'indemnisation lorsque l'auteur ou l'ayant droit d'une œuvre orpheline réapparaît. Nous en reparlerons dans le débat qui va suivre. La troisième mesure d'équilibre consiste à introduire une définition positive du domaine public dans notre droit. Aujourd'hui, le domaine public n'est défini qu'en creux, par épuisement des durées de protection accordées par notre Code de la propriété intellectuelle. Cela affaiblit notre bien commun. Ainsi, des descendants d'Arthur Conan Doyle tentent de maintenir leurs droits sur Sherlock Holmes. Ils prétendent détenir une marque Sherlock Holmes, qui interdirait toute utilisation du personnage sans compensation financière. Vous aurez remarqué, je l'espère, que ma proposition de définition positive ne retire rien aux auteurs et viendra au contraire les protéger en définissant
positivement le domaine public, nous garantirons la sécurité juridique et donc la tranquillité d'esprit à des créateurs qui utilisent le domaine public comme matériel de départ de leurs œuvres. Quelques exemples pour illustrer. Alexandre Astier et les Monty Python ont amplement puisé dans la légende arthurienne. La série américaine Sons of Anarchy tire son intrigue de Hamlet de Shakespeare. Et surtout, la comédie musicale la plus jouée au monde, vous aurez reconnu Les Misérables, adaptée en 1980 en France, puis en 1985 au Royaume-Uni. Le domaine public est une source inépuisable de création majeure. Il est plus que temps de le reconnaître dans notre droit. Je citerai enfin, pour terminer, Alexis Kaufmann et Véronique Boucali. Bibliothèques, musées, historiens, archivistes, enseignants s'appuient sur le domaine public pour recueillir, conserver et valoriser les œuvres du passé. N'importe qui peut librement restaurer et numériser les œuvres dans le domaine public. Le manque de définition positive peut avoir un impact négatif sur la préservation du patrimoine culturel, dès lors que les bibliothèques ne peuvent pas numériser certaines de leurs ressources et que les musées ne peuvent pas publier certaines de leurs archives, documents, photographies ou vidéos. Je l'ai déjà dit, le groupe écologiste votera les dispositions du projet de loi que nous présente Madame la ministre de la Culture. J'espère, chers collègues, que vous serez sensibles à nos propositions pour le rendre encore meilleur et servir les créateurs actuels qui font la richesse et la réputation de notre pays, et ce, dans le monde entier. Je vous remercie. Merci.